Salut les go, comment ça va? Tops, de retour avec vous. Aujourd'hui, j'ai amené le coup, ne vous inquiétez pas. Et oui, on est trois pour l'instant, mais d'autres vont arriver au cours du podcast. Donc, let's go. On a Léo, on a John. Comment était le week-end, les gars? C'était top, tranquille. On sait Tranquille, que tranquille. vous êtes champion d'Espagne. C'est bon, félicitations. Merci, merci. Non, Pourquoi le non, il week-end faut était applaudir. tranquille? Il faut applaudir. Real Madrid, champion d'Espagne. Ouais, félicitations, les gars, félicitations. Ouais. Léo, comment c'était le week-end? Bah, écoute, le week-end du 23 était mitigé. Ouais. Maintenant, le week-end du 30, ça allait beaucoup mieux. Le 1er mai, tout est fermé ici. On dirait que les gens ne veulent pas Je ne travailler. veux pas Donc, travailler, c'était à fait du travail. c'est ça. Oh, et Tout aussi était bouclé. félicitations. Félicitations à la petite championne de France. Catégorie, c'est quoi la catégorie? Championne de France catégorie moins de 45 et vice-championne de France catégorie plus de 45. Oh, that's what's up. L'année prochaine, on prend tout. On prend Let's tout. go. Donc, cette semaine dans la capsule, on va déjà passer en récap les événements de boxe. Errol Spence contre Yordenis, Ugas, Fury contre Dylan White. Et ensuite, on va s'attaquer un peu à ce phénomène de boxe contre MMA. On ne sait pas trop c'est quoi le projet. C'est vrai, ça avait marché une fois, mais bon, on ne sait pas où ça va, s'il y a certains qui sont pour, s'il y a d'autres qui sont contre. Et ensuite, pour finir, on va attaquer la carte bombastique de cette semaine, UFC 274. Oh. On a la go de John Tugler. Oh. On est prêt là-bas, on est prêt. Voilà. On a la go de John Tugler. On a Charles Oliveira qui défend sa ceinture contre Justin Gaethje. On a aussi Michael Chandler qui va affronter le soon to be retired Tony Ferguson. Tony Ferguson. Donc, c'est ça, c'est tout ce qu'on a dans la capsule. Donc, let's go, c'est parti. On commence avec le récap des pronostics dans la capsule. Donc, il y avait Parker qui avait eu tout juste pour le combat Yordenis Ugas contre Errol Spence en prédisant Errol Spence au 10e. Donc, il aura 2 points. On a Johan qui avait, bon, il a prédit Ugas, c'est ça? Il a prédit Ugas KO. Je pense que Ugas KO au 4e ou un truc comme ça. Oui. Et moi aussi, j'avais pronostiqué Ugas KO au 8e, pas tombé. John aussi a pronostiqué Ugas. Léo a pronostiqué Errol Spence à la décision. Donc, Parker et Léo marquent des points. Parker 2, Léo 1. Ensuite, pour Fury White, tout le monde a pronostiqué Fury, mais nous tous, on n'a pas été précis avec le round. Mais on est là pour discuter des fights. Donc, let's go, les gars. Vous avez pensé quoi? D'abord, de Errol Spence contre Ugas. Quels ont été vos avis, John? Déjà, le combat en lui-même. Déjà, je veux d'abord revenir sur un truc que Parker avait sorti quand on parlait d'avantage de Ugas. Ouais. Il y a un qui était beaucoup plus actif que l'autre. On n'a jamais dit que Ugas était un meilleur boxeur. Spence était un meilleur boxeur, mais du fait de son inactivité par rapport à Ugas, je voyais Ugas prendre le combat. Mais bon, le combat en lui-même, pas très précis. Pas très précis au niveau. Déjà, il suffit de regarder les pourcentages au niveau que ce soit les power punch, que ce soit
au niveau de la totalité même des coups qui sont entrés. Je n'ai pas trouvé super précis dans l'ensemble. Mais Spence est venu et Spence a fait le taf. C'est-à-dire qu'il a mis un peu de temps à rentrer dans le combat parce que les 2-3 premiers, c'était assez compliqué pour lui et tout. Il était moins incisif, j'ai trouvé, par rapport aux Cubains et tout. Et il a même, je crois, quand est-ce qu'il va dans les cordes? À un moment donné, il va dans les cordes. Ouais, c'est quoi? C'est au 4e ou ouais? Ouais, il me semble que c'est au 4e, ouais. Et bon, il faut préciser en fait qu'il va dans les cordes parce qu'il perd le protège-dents et protect yourself at all cost, at all time. Ugas a réagi, ça va un peu rappeler pour titiller Johan ce que Mayweather avait fait, je ne sais plus, contre un Mexicain là. Il avait envoyé au tapis parce que le mec n'avait pas sa garde et tout. Et après, il est bien revenu. Ça, il a imposé son jab, agressif comme d'habitude. Et puis, TKO, hein, il lui a gonflé les yeux. TKO, parce que après, bon, le mec voulait continuer, mais l'arbitre a bien fait, parce que si tu n'arrêtes pas ce genre de combat... T'as vu l'œuf qu'il avait? Ouais, c'est ce que je dis, ouais. Si tu n'arrêtes pas ce genre de combat... Le mec, tu peux perdre ton œil, quoi. Donc, parce qu'il avait beau râler, il voulait continuer. Bon, déjà, je ne sais pas ce qu'il voyait pour râler, mais bon. En tout cas, belle performance. Mais moi, je suis plus sur le prochain. Bon, moi, je ne vais pas vous mentir, j'étais extraordinairement déçu par Ugas parce que moi, sincèrement, je pensais réellement que Ugas devait donner plus de fil à retordre à Errol Spence, déjà par rapport à ce que je vous expliquais la dernière fois, le fait que la boxe cubaine soit devenue professionnelle, donc ça devait donner un allant, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que le mec, il s'est complètement dénaturé. Hein. Il a complètement dénaturé sa boxe, enfin, dénaturé la boxe cubaine. Parce que justement, les catégories de poids dans lesquelles il boxe, ce sont normalement des catégories de poids où il devrait être avantagé parce que ça bouge beaucoup, ça garde la distance, ça travaille avec le jab, avec le bras avant, ça bouge dans tous les sens, ça fatigue l'adversaire. Mais je n'ai rien vu de tout ça, en fait, de la part du Ugas. Et j'ai même envie de dire que dans le 4e round, quand il a eu la chance de bousculer un peu Errol Spence, il a été d'une timidité. Alors, je ne sais pas si c'est timide ou de la peur, mais je n'ai pas reconnu le style cubain, en fait. Voilà, si tu ne me dis pas que c'est un Cubain qui est en face, moi, je me dis, il y a 2 ricains. Tu vois? J'ai vraiment été déçu là-dessus. Bah, après, Errol Spence, il a fait son taf. Hein, lui, tranquille. Hein. Il était même pas. J'ai même envie de te dire qu'il n'a même pas fait exprès de gagner. Hein. Il n'était pas pressé. Il touchait. Bon, il a fait gonfler l'œil de l'autre. Mais Errol Spence, il a été plutôt prudent parce qu'il revient d'une blessure aussi. Donc, je me disais que le combat devait durer un petit peu plus. Bon, il y a eu le chaos technique. Le chaos technique, on va dire que c'est circonstances spécifiques, mais ces circonstances, elles sont arrivées parce que tu as été touché, mon gars. Même si tu peux continuer, tu as été touché. Tu as les yeux gonflés. C'est comme si on vient te dire, ouais, vous avez marqué en marquant 2 pénaltys. Ouais, ok, mais les pénaltys, on les a causés, quoi. Ça, en fait. Donc, j'ai un peu été déçu par Ugas, mais en somme, ce n'était pas une surprise de voir Errol Spence gagner. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est pareil. Bon, enfin, moi, la victoire n'est pas déméritée. Il a fait le taf. Errol Spence, pour quelqu'un qui revenait de blessure, franchement, moi, j'ai été, comment on appelle, ravi de voir que le niveau est toujours là. Et bon, après, il y a aussi le petit bémol de ce qui se passe quand il va au corps. Est-ce que l'arbitre n'a pas trop ralenti le combat au lieu de replacer le mouth-guard et puis allez, let's go. L'arbitre a un peu accordé un peu plus de temps à Errol Spence de reprendre ses esprits. C'est juste pour dire que la malhonnêteté ne sert à rien de parler que l'arbitre a aidé Errol Spence. Désolé si vous ne me voyez pas,
mais je ne suis pas encore arrivé, donc vous allez un peu devoir m'attendre, mais je voulais déjà vous écouter. Oui, Smith, tu n'es qu'un malhonnête. Merci. Donc, je reprends le cours. Je reprends le cours de ma pensée. Donc, je ne sais pas, l'arbitre était un peu trop clément en faveur de Errol Spence. Il a accordé un peu trop de temps pour reprendre ses esprits. Mais bon, après, tu vois, on va placer la faute à Ugas. Ugas n'a pas saisi l'opportunité. Il a voulu trop, je ne sais pas ce qu'il a voulu trop faire d'abord. Mais bon, pour rebondir par rapport à ça, peut-être qu'il accorde du temps parce qu'il se dit que c'est lui qui fait l'erreur. Ouais, mais bon. Parce que quand le protège d'ont tombe, bon, Ugas fait ce qu'il faut parce que la règle est claire. Il faut se protéger. Mais étant donné qu'on lui signale, le mec regarde comme ça, il signale. Et puis, peut-être qu'il laisse suffisamment de temps parce qu'au départ, il estime qu'il est peut-être Non, focus non, les gars, en fait, vous allez trop loin dans les explications. L'explication, je vous la répète chaque fois qu'on fait une audio, c'est l'avantage au champion. OK? Celui qui a aujourd'hui le plus de ceintures, c'est Errol Spence. Donc, aux yeux des arbitres, sans faire attention, on laisse un peu de temps, mais bon, ça n'a rien changé au résultat. Hein. C'est ça, en fait. Bon, ce qui m'amène à quand même poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps, les gars, on a, comment on appelle, on a Spence qui, on l'a vu, est déjà de retour à 100%, et lui-même, il a mentionné d'ailleurs, il est déjà de retour à 100%. Est-ce que là n'est pas le moment? Déjà, il a call-out Terence Crawford. Donc, forcément, des discussions doivent se faire déjà autour du fait que, bon, il faut unifier les ceintures, les gars. Il y a Terence Crawford qui a mentionné récemment que, bon, lui aussi, il n'est pas trop chaud pour faire un autre combat de mise à pied. Lui, il veut aller direct au fight contre Errol Spence. Donc, les gars, vous en pensez quoi de ça, en fait? Je pense qu'il est temps que Errol Spence ferme la bouche à Crawford. Parce que ça a assez duré, ce scénario, ce cirque-là. Comme je dis souvent, Erwan, il est là, il va compter. X a 39 victoires, X a battu qui, a battu Y. Mais quand moi je dis X a battu X, on parle de qualité. Et pour une fois, ce n'est pas cet agité de Showtime qui est venu combattre, alors qu'il pouvait avoir son combat. Il est venu attaquer comme un fou, si je me rappelle bien, au 10e round, Crawford. Mais gère-le maintenant. Spence va vous faire une démonstration de boxe jamais vue depuis Mayweather. C'est parce que Crawford doit faire le taf. C'est ça, c'est non, ça. toi et tes pronostics tordus, au revoir. Non, non. Tu sors du banja et tu viens mentir aux gens ici. Non, John, je ne vais pas être aussi catégorique que vous deux. Je pense que le combat est à voir. Mais moi, je me prononcerai une semaine avant le combat, hein, parce que faut que je voie d'abord les entraînements, il faut que je voie les partners, faut que je voie. Parce que moi, je suis un pro Errol Spence, on ne va pas se mentir. J'aime bien comment il combat. Mais l'autre là-bas, il a une facilité qui m'inquiète un peu. Donc, je veux d'abord voir comment se déroule leur training, en fait. Parce que tu les entends, les trucs. Regarde, rappelez-vous, Joshua, moi, le match, le premier combat contre Ruiz, je savais qu'il allait perdre. Je savais qu'il ne devait pas gagner forcément, facilement, parce que j'ai entendu et j'ai vu pendant ces combats, sparring partner, il a pris un gars qui ressemblait à Ruiz, qui avait à peu près le même style, qu'il a mis KO. Et là, il a perdu le moral. Il a mis KO lors des trainings. Donc là, le moral de Joshua n'était plus là. Et moi, donc, à ce moment-là, je savais que lui, là, contre Ruiz, ça va être dur de gagner. Ouais, très dur. Donc, c'est pour ça que je suis honnête, je ne veux pas prendre une partie dès maintenant, mais j'attendrai une semaine avant pour donner mon choix. Donc, John, ton avis par rapport à la chose? Par rapport au combat, moi, j'avais entendu de ça oui, moi, déjà même, quand il y a eu le combat, entre guillemets, intermédiaire contre Ugas, moi, j'ai dit, bon, le truc,
pas que j'étais pas d'accord avec ça. C'est qu'à un moment donné, on veut voir les choses et il faut que les choses se fassent. C'est ça. Surtout que je n'avais pas... Quand il y a encore des raisons, on peut comprendre. Mais là, à un moment donné, les gars étaient chauds puisque Crawford avait déjà call out. Après, ça ne se fait pas. Maintenant, il faut, voilà. Il faut, comme Parker a dit, on va voir maintenant qui est qui. C'est ça, en Et fait. il se fera, on va analyser pourquoi il va le chicoter, mais plus tard. On va analyser pourquoi Terence Crawford est le number 2, pound for pound. Number 2, pound for pound. Et on connaît tout ce qui est le numéro 1, mais bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. On va avancer. On aura l'occasion de revenir. On aura l'occasion de revenir dessus. Donc, ce qui nous amène à Dylan White contre Tyson Fury. Bon, c'était un peu préméditif. Donc, tout le monde a d'ailleurs pronostiqué le vainqueur correctement, hormis le round. Mais qu'est-ce que vous avez pensé du fight et surtout de l'après-fight, les gars? Place à qui? John, vas-y. Bon, le Fury, en fait, il arrive au stade où il décide comment le combat va se passer, quand est-ce qu'il va finir avec toi. C'est le boss du jeu, en fait. Clairement. Et comme Léo disait la dernière fois, il est arrivé, il était un peu... Il y avait les poignées d'amour qui dépassaient beaucoup plus que lors du combat contre Wilder et tout. Et comme je disais aussi en preview, je ne voyais pas ce que Dylan White, hormis quelques inquiétudes un peu sur... bon, il y a toujours la puissance de frappe qui fait dire que on ne sait jamais. Mais le combat en lui-même, en fait, tu regardes, Dylan White n'a jamais réussi à casser la distance. Jamais. Et quand il voulait casser la distance, il faisait un truc bon, que j'ai trouvé, c'était presque dégueulasse, mais ça, c'est les trucs de bagarre de bar. Le large crochet, ça y est, ça te montre à quel point le gars, en fait, ça te montre à quel point le gars, c'était l'aveu d'impuissance. Quand tu te dis, en fait, qu'à un moment donné, il balançait, c'était des parpaings qui balançaient à chaque fois, il n'a jamais réussi à casser la distance. Et il y avait un truc qu'il faisait, et c'est même comme ça qu'il se fait avoir, en fait, parce que c'est là où ce que Fury a capté, c'est quand il essayait de rentrer à l'intérieur. Il laissait toujours, en fait, il avait la garde haute, mais il laissait toujours un peu de place pour lui percuter. Et il arrivait presque tête basse. Il a fait ça, je crois, sur 2 actions avant de prendre le KO. Et Fury prend l'information. Et il fait quoi? Jab, jab. Dès que le gars refait la même chose, il percute et puis c'est fini. Et j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est une masterclass de Fury dans le sens où il n'a même pas forcé, en fait. C'est ça. Il n'a pas forcé. C'est vraiment le mec, il a l'avantage de la longe et il utilise très, très bien le déplacement. Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est surtout Dylan, en fait, qui, dès le début, tu sens qu'il se dit, bon, il n'y a rien à faire contre ce mec. Donc, propre, sans bavure. C'est ça. Léo? Bon. Si je peux prendre la parole avant Parker. Sincèrement, ne m'appelez plus pour regarder ce genre de combat-là. Non, mais en fait, c'est-à-dire que dès que j'ai vu le combat et que j'ai vu le premier round commencer, mais vous demanderez aux gens qui sont autour de moi, j'ai arrêté la télé, j'ai dit je vais regarder ça sur mon téléphone, je vais aux toilettes, je vais regarder sur le téléphone. On arrête. Ma femme m'a demandé, mais pourquoi? Je dis, oh, regarde. Elle me dit, mais comme elle ne connaît pas très bien, le noir, là, vraiment, il va assassiner le blanc. Je dis, ah, non, c'est même le scénariste même du combat, c'est même le blanc, là. Je lui ai dit, là, il va s'amuser. Il est en train de s'entraîner. Dis là, ouais, il est venu faire. Mais franchement, Carlos Takam aurait fait 1000 fois mieux.
Carlos Takam aurait, et effectivement, moi, je ne comprends pas un boxeur. Il sait boxer, lui. Un boxeur, aucun jab, aucun direct, que des crochets larges. Mais les gars, avec Fury, crochet large. Il a déjà pris le crochet de Bronze Bomber. Tu penses que c'est ton crochet qu'il va prendre? Et tu te rends compte, c'est Non. le number 2 contender dans la division IBF. Oui, mais là, je rejoins Parker sur un point. Hein? C'est que nombre de victoires ne fait pas qualité. Et malheureusement, il va taper Zoupimpa à gauche, Zoupimpa à droite, il arrive deuxième contender. Mais voisin, mais moi aussi, je vais taper Non, tout le monde, je deviens deuxième contender. non, c'est qu'il avait quand même Citez-moi le costaud qu'il a tapé. Dites-moi. Je vous Le, écoute. Le vrai costaud, à part Fury, qu'il a frappé pour devenir numéro 2. Citez-moi. bon, si on cite Povetkin, Il a tapé Ouais, Ouais, qu'il est vieux, en un fait. match aller-retour. Le premier match, il boit. Le second match, il le couche. 41 ans. C'est ça, en fait. Vas-y, si tu as Quand est-ce qu'il a battu, comment il s'appelle, Chisora? C'était en quelle année? Il a battu Il a battu Chisora, Chisora, non? wow, je pense, hein. En quelle année? C'est pour ça qu'il faut que je... Là, comme ça, je... Non, mais les gars, ça m'en veut pas, mais vous entendez les noms que vous donnez? Chisora, Merci. j'entends son nom depuis Lennox Lewis. Depuis Merci, Lennox Lewis, merci, Léo. j'entends vraiment. Depuis Lennox Lewis, j'entends parler de Chisora. Povetkin, 40 ans, frangin. Frangin, non, les gars, sérieusement. Est-ce qu'il a même déjà réussi à même faire peur à, comment il s'appelle l'autre là, l'Ukrainien, Klitschko? Il y a déjà eu Dylan White Klitschko? Non. Quelqu'un qui n'a même pas réussi à inquiéter Joshua. C'est lui qui va venir taper Fury. Non, le frangin, en fait, sa femme lui a dit, c'est ton dernier combat, trouve un pingouin, trouve un guignol qui va faire le show. Si tu trouves un gars de Grande-Bretagne, voilà, comme ça, au moins avec lui, on sait que tu ne vas pas encaisser trop de coups, et après, tu annonces ta retraite. Il est là. Je disais tantôt, Dylan White, c'est quel genre de combattant? Fury voulait partir une dernière fois. Il a voulu faire un sparring avec son ami. Il a décidé que, bon, comme Joshua passe son temps à fuir, j'ai battu Wilder, ben, je me fais un kiff. C'est tout. Mais par contre, Léo, tu vas entendre que Fury va revenir. Quand Joshua va gagner son combat, là, Joshua va un peu beaucoup parler et tout, oui, moi et tout. OK, il va revenir, on va le mettre KO. Joshua est surcoté. Il est un peu comme Canelo, là. C'est des gars de la hype. Beaucoup surcotés, mais on en reparlera. Vous n'êtes pas prêts pour ce débat. on peut mettre ça de la tête de squelette là déjà en live. En bas là-bas. Joshua, non, attendez, soyons sérieux. Joshua est surcoté comme Canelo. Joshua a tapé qui? Non, mais non, moi je suis. Non, Joshua n'a pas tapé. Concernant Joshua, par contre, moi je te rejoins. non, mais dans ce cas-là, il s'attaque à l'avocat de Joshua. Bon, moi, hein, je vais parler de Joshua, hein, par cœur. Ne rigole pas. Joshua n'a pas été surcoté jusqu'à Andy Ruiz. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, Joshua a été touché sévèrement lors du sparring avant Ruiz. Et c'est à partir de ce moment-là où Joshua perd toute confiance en lui. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense, hein, ça c'est mon avis, qu'il a été surcoté parce que son promoteur a lui-même senti que, aïe, c'est la fin, tu vois. Mais avant ça, oui, non, je vais te laisser la parole par cœur. Mais avant ça, mon gars, tu as vu comment il frappe Klitschko? Tu as vu le combat contre Klitschko? Effectivement. J'aimerais te demander, Léo, quand il affronte Klitschko à quel âge? Là où il a battu Klitschko difficilement. Tu as raison de l'âge maintenant. Non, tu as Je raison. demande. Non, j'ai posé une question. Attends. Termine. Ce n'est pas la raison. Parce que, non, John, vous n'allez pas faire les sorciers quand c'est Mayweather.
Mayweather qui est invaincu. Vous mettez l'âge comme argument, il affronte, il bat Klitschko moi, je ne suis pas avec dedans. lui. Moi, je ne suis pas dedans. Et parce que moi, je compare, et quand je compare Fury et Joshua. Joshua, quand il a battu Klitschko, c'est un an après Fury. Il n'a pas attendu que Klitschko ait 50 ans. Excuse-moi, Joshua, c'était un an après Fury. C'est ce que je Il n'a pas juste un an. Oh, Léo, un an après Fury. Un an après que Fury ait gagné. Et Fury gagne au point, il me semble. C'est même pas un KO. Léo, Fury gagne au point. Non, Léo, tu fais les compétitions et tout. Tu sais qu'en un an, beaucoup de choses se passent. Je ne vais pas t'apprendre ça. Soyons un peu sérieux. Il ne s'agit pas de Joshua, il s'agit de ce qui se passe après le fight Dillian Whyte contre Tyson Fury. Donc, comme je disais, moi aussi j'ai été déçu de Whyte. Je ne sais pas ce qu'il a apporté sur la table. S'il voulait être le training partner de Fury, ça pouvait se faire derrière les caméras. Pas besoin de rassembler tout ce monde-là, faire payer aux gens les tickets pour un truc merde. Non, mais en fait, et le plus souvent, quand tu dois t'en aller, tu ne vas pas prendre quelqu'un genre de dangereux sérieusement. Surtout que, comme on dit à huis clos, sa femme, il a dit que c'était le dernier combat. Il voulait un combat contre Joshua parce qu'il est sûr de battre Joshua quand il parle. Mais Joshua, ça a tourné, il a affronté les gars et je prends mon pote, il se fait du bif, je me fais du bif. Je vais aller faire maintenant mes exhibitions avec, comment il s'appelle, Francis et j'en passe. Tu ne vas pas prendre un mec extrêmement dangereux ou qui a faim pour venir, un KO, c'est pas surprise. Hein. Un coup mal placé, je ne peux pas prendre le gars que c'est que je vais battre. Ce qui nous amène ce qui se passe juste après le fight Fury-Whyte, le phénomène qui commence à faire feu en ce moment, des combats boxe MMA. Donc, après le fight Dillian Whyte contre Fury, Fury fait venir Francis Ngannou sur le ring. Fury a proposé, je pense, un combat avec il a appelé ça comment? Il a appelé ça des rules, des spécifiques rules. Genre, ce ne sera pas forcément un combat de boxe, ce ne sera pas forcément un combat MMA. Il y aura des gants spéciaux qui seront utilisés lors du combat. Mais moi, je me demande en fait, est-ce que vraiment les gens veulent voir ça en fait? Déjà, organiser un combat de la sorte, c'est amener sur le ring un gars comme Francis pour qui la boxe, forcément, c'est pas ça. Et tu vas le faire opposer à un gars comme Fury, qui est carrément le mastermind, le dernier niveau le dernier niveau en termes de boxe. Est-ce que les gens veulent vraiment voir ça? Après, ça se passe aussi du côté en welters. Tu as Kamaru qui n'arrête pas de mentionner le nom de Canelo. Bon, heureusement que Canelo n'entertaine pas ce genre de choses. Mais vous voyez la chose comment? On n'a pas cœur. Il y a beaucoup. Le présentateur, il prend un parti pris très fort depuis le début. Mais en réalité. Non, mais c'est parce que moi, je ne cache pas mon émotion. Moi, je n'ai pas envie de voir deux personnes qui ne savent pas. Une personne qui ne sait pas boxer et l'autre qui est carrément mastermind. En réalité, ça ne make pas sens. En réalité, c'est juste un nouveau business. C'est de l'exhibition. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'enjeu sportif là au milieu et tout. C'est de l'exhibition. Si un gars du MMA, de la lutte et tout ça vient combattre parce qu'il se bat un peu comme un boxeur professionnel depuis le début, c'est juste pour le bif. Il n'y a rien d'autre. C'est comme si, quand tu voyais Floyd qui faisait le jeu pour dire que ouais, je vais rentrer dans une cage. C'est juste de l'exhibition. Il n'y a pas un réel enjeu. Parce que le vrai boxeur, c'est qu'il va l'éteindre. À tous les coups. Et jusqu'à présent, c'est toujours ce qui s'est passé, en fait. Mais oui, tous les combats où il y a eu opposition entre un gars de MMA et un gars de la boxe, jusqu'à présent, on fait le dénombrement. Si tu remarques depuis Ali,
depuis Mohamed Ali, parce que quand tu veux parler de Mayweather, Ali avait déjà fait l'exhibition, là, j'ai oublié son adversaire. C'est des gars juste qui cherchent le bif. C'est tout. La boxe génère beaucoup d'argent. Et il y a des têtes. Tu vas venir placer un gars comme Fury, comme Ngannou. Il y en a qui vont te dire, seront convaincus, la puissance de Ngannou, s'il arrive à mettre une droite à Fury, ils vont se dire que ben, Fury peut tomber. C'est pareil comme il y a eu l'enjeu autour de McGregor. Canal+, comme d'habitude, avec des spécialistes un peu bizarres qu'ils aiment aller prendre. Il y a une championne de boxe de France qui ose venir dire que ouais, McGregor va mettre KO Mayweather. Mec, j'étais choqué. Et elle a ajouté, Mayweather n'a jamais connu de puncher comme McGregor. Oh, George, devant ma télévision, j'ai dit plus jamais je ne vais regarder un match de boxe sur cette chaîne parce que, soyons sérieux. Soyons sérieux. En gros, c'est juste une exhibition et les boxeurs, d'une part, sont gentils. Ils font manger les autres parce qu'ils regardent comment notre chère Dana White se comporte avec les salaires des gars et venez manger. Écoute, Erwan, moi, je suis un peu surpris que tu sois surpris. Tu vis aux États-Unis. Tu sais très bien qu'aux États-Unis, c'est la hype, c'est le show. On est là pour assurer un spectacle. Ça ne devrait pas t'étonner, ce genre de choses-là. Ils sont là pour ça, pour le game, ils ont toujours des défis un peu enfantins, le balèze, qui est le plus dangereux, etc., etc. Après, moi, je ne vais pas mettre le combat de Mayweather et de McGregor dans la même catégorie que Ngannou et Fury. Pour quelle raison? C'est que, malgré tout, McGregor avait quand même une bonne base en anglaise. À la base, c'est un boxeur, il s'entraîne beaucoup en anglaise, etc. Alors que Ngannou, on connaît tous son parcours. Il a voulu commencer en boxe. Les boxeurs eux-mêmes lui ont dit, toi, bon petit, reste tranquille, toi, c'est le MMA. Tu n'as aucune technique. Donc, ça va être même un combat rigolo à regarder. Moi, je dis juste à Fury de faire attention. Parce que là, moi, le scénario de Fury que je sens là, c'est genre, il faut que je finisse en beauté. Mais en beauté, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce gars-là est suicidaire. Hein? Ça veut dire, j'enlève ma garde, je vais... il paraîtrait que c'est le gars qui a le plus balèze, qui a le punch le plus fort du monde. Tiens, je vais tester un peu. Bam! Allez, coma. Après, on ne le retrouve plus. Et bling, bam, boum. Moi, attention. Moi, si je dois miser, je miserais forcément sur Fury. Mais ce gars-là, il n'est pas stable dans sa tête. Il n'est pas stable. Et John, toi, tu vois ça comment? Déjà, c'est quoi ton sentiment face à ce genre de combat d'abord? C'est ce que Parker a dit par rapport au combat d'Ali qu'il avait fait. C'était contre un catcheur, il me semble. Allez regarder je crois que la vidéo est sur YouTube. Et ils avaient fait un. J'ai cru que tu disais que tu avais suivi ça en direct. J'ai la calvitie, mais quand même. Non, mais allez regarder les jambes de Ali. Après, les jambes étaient rouges parce que le gars, en fait, n'avait même pas forcé. Il se mettait au sol et il frappait. Bon, ça, c'était pour la petite parenthèse. Les gars l'ont dit, hein, c'est de l'exhibition. Concernant Mayweather contre McGregor, par contre, ce que je trouvais plus intéressant que celui de Fury contre Ngannou, c'est qu'on a des gars, en fait. Mais McGregor en MMA, c'est quelqu'un qui est au sommet en termes de pay-per-view. Le gars est au sommet. Donc, il avait les millions déjà de pay-per-view. Et tu avais Mayweather qui fait les millions de pay-per-view en boxe. Donc, on savait déjà que financièrement, ça devait être un bordel total. Et c'est ce qui s'est passé. McGregor prend pas moins de 100 millions. Après le combat en lui-même, bon, ceux qui ont pensé que McGregor allait faire quelque chose, moi, je ne sais pas. Hein. Faut prier pour eux. Ça, c'est... Il a mieux boxé que Dylan White. Je vais pas me cacher. J'espérais quand même que McGregor fasse quelque chose. Non, mais ça ne nous étonne pas de toi. On a vu que les lecteurs, mon gars.
Donc, c'est de l'exhibition. Concernant Fury, bon, ce sera. Francis va manger ses millions. Et pour ça, moi, je suis content. Et, et je pense même qu'il sert de. Ça peut être un levier, en fait, parce qu'il veut que ce soit inclus pour un potentiel contrat avec l'UFC. Il veut que ce soit inclus dans le contrat, qu'il ait le loisir un peu de faire comme ce que McGregor a fait. En tout Et cas, il a Dana été White, clair dessus. donc, mais le combat en lui-même, bon, si Fury va en MMA, il va se faire tuer. Si Francis va en boxe, il va se faire tuer. Et donc, le truc à mi-chemin que j'ai lu qu'ils ont proposé, en fait, j'ai toujours pas compris. On fait des gants spécifiques MMA, on boxe pieds nus. Moi, Mais c'est là où je dis, ça, c'est la folie de Fury. Parce que s'ils ne mettent pas des vrais gants, Fury peut être rapide comme il veut. Il peut être Et il va rapide comme il tuer veut. Ganou. Il peut caler. S'il prend une droite de Ganou, il va mourir. Avec les mitaines, il va mourir. Non, mieux on le laisse avec les gros gants. Mieux, c'est mieux. Donc, en plus, ce qui nous amène à la carte. On va basculer, on a laissé la boxe, on bascule du côté MMA, la carte de ce week-end. violence. Bombastique, la violence de haut en bas. UFC 274, Charles Oliveira, Justin Gaethje. Donc, pour la carte, on pronostique sur les 3 combats, c'est-à-dire Michael Chandler contre Tony Ferguson, Rose Namajunas contre Carla Esparza et Charles Oliveira contre Justin Gaethje. Et on va juste analyser le co-main event et le main event car ce sont des combats pour le titre. Donc, on va commencer avec Carla Esparza contre Thug Rose Namajunas. Thug Rose, 12 victoires, 4 défaites, championne de la catégorie strawweight, défense en ceinture contre Carla Esparza. Les gars, comment vous voyez le fight? Ouais, vas-y, on va faire l'honneur à John puisque c'est sa go. Je m'entraîne pour aller bastonner. Comment tu vois le fight? Non, déjà, on va faire un petit récapitulatif par rapport à ça. C'est que Esparza avait déjà battu Rose il y a 5 ans. 2014. Elle avait encore les cheveux. Et C'est important. C'est important de le préciser. Donc, elle avait déjà battu. C'était un gros combat. Un gros combat parce que Dana, c'était l'inauguration même de la catégorie. Dana avait organisé un peu ce qui se faisait au début de l'UFC, des tournois, et puis voilà. Elles sont arrivées, le combat, elle s'est fait bouffer en lutte et au sol à cette époque-là. C'est-à-dire qu'elle a pris des takedowns, en veux-tu, en voilà. Au niveau du striking, bon, c'était pas aussi... C'était déjà très précis, mais il n'y avait pas ce... Elle faisait toujours des erreurs. C'est-à-dire que quand elle ratait, par exemple, sur des front kicks et tout, elle se faisait embarquer. Et Grand Pound, elle s'était fait manger. Ça s'est terminé par une soumission. Et Esparza qui va perdre la ceinture, je crois, le combat d'après. Mais donc, pour moi, le combat, je me dis, on commence déjà, est-ce qu'il y aura une pression mentale? Une pression psychologique, je veux dire. C'est-à-dire que tu as une go qui t'a battu, certes, il y a 8 ans, mais c'était quand même, on va dire, une démonstration. Est-ce que tu te dis, elle a déjà fait une fois, il faut être au point pour la deuxième? Ça, c'est le premier point d'interrogation. Surtout que je regardais dans les trucs, les vidéos de l'UFC là, qui font préparatif de combat. Elle revoyait le combat avec Sonjo et tout. Et
lucide, je l'ai trouvé lucide par rapport à l'analyse. C'est-à-dire, on sait ce qui nous a manqué. Au niveau de la lutte, on n'était pas au point. Et même les conseils de Trevor Whitman, au moment où elle prenait les takedowns, le mec lui dit arrête d'envoyer les coups dans le vide et ne te fais plus emmener au sol. Elle retourne au centre de l'octogone. La première chose qu'elle fait, front kick, elle retourne au sol et c'est comme ça qu'elle perd le combat. Et elle est devenue plus précise, plus puissante, beaucoup plus solide au sol. Donc, il n'y a pas de Rose, soumission troisième. Tu veux même la soumission? Il n'a pas bégayé, étranglement arrière. Il n'a pas bégayé, il a dit Rose, étranglement arrière. Troisième. Non, après, okay. C'est ce que je disais. Pour moi, l'élément, en fait, c'était l'élément psychologique. Que je veux voir comment tu abordes le combat quand tu as une nana qui t'a déjà dominé. Et puis, elle a déjà fait. C'est comme ça elle avait pris sa revanche sur Andrade. Et voilà, je pense qu'elle le refera encore. Honnêtement, j'ai cru que la carte était facile à prendre. Depuis 2 mois, je crois, 2 mois ou 1 mois et demi, je suis sur la carte. J'ai pris mes décisions, en fait, il y a peut-être 40 minutes. Ouais, quand tu es sorti du Mondial. Oui, j'ai réalisé. J'aime Rose de fou. Elle est sur une bonne dynamique, mais Carla va win par décision. Elle va mener le combat à la fin parce que quand je regarde la physionomie, elle est d'abord sur 5 victoires d'affilée. Et quand je regarde la physionomie du combat, je pense que Rose vient pour se venger. Et quand quelqu'un vient pour se venger, si l'équipe de Carla est intelligente, comme tu en as dit, ils vont revisionner le combat, ce qui s'est passé, et Rose va venir avec un plan pour vouloir la contrer. On va tirer le combat en longueur, on va beaucoup la mener au sol, mais ça va aller à la décision. Je ne vois pas une victoire écrasante de Carla, mais je vois une victoire à la décision. Donc, bon, mon analyse, en fait, elle va synthétiser vos deux avis. Donc, dans un premier temps, Esparza a gagné il y a 8 ans. L'aspect psychologique peut être cité comme argument principal si le combat, si la revanche se faisait dans les 2 ans qui suivaient, en fait. Mais entre-temps, 2014-2022, elle a eu le temps d'emmagasiner de l'expérience, elle a eu le temps de devenir championne, et ensuite, elle a même encore eu le temps de défendre son titre, et en ce moment, elle est sur la pente où c'est elle la championne. Deuxième point que Parker a dit tout à l'heure, c'est qu'elle va venir pour se venger. Je ne suis pas sûr. Parce que justement, je reviens toujours sur le laps de temps qui sépare les 2 combats. C'est que si elle vient pour se venger, c'est qu'elle veut récupérer quelque chose qu'elle a perdu. Mais là, elle n'a rien perdu puisque c'est elle qui détient la ceinture. Tu vois? Donc, si moi, je suis le coach de Rosa, je lui dis, mais elle t'a battu, oui, il y a 8 ans. Et alors, vous étiez tous jeunes. Aujourd'hui, qui a les ceintures? C'est toi ou c'est elle? Donc, s'il arrive à maintenir le spirit de Rosa dans ce sens-là, ça peut être un couteau. En fait, là, ce combat-là, ça va être un couteau à double tranchant. Je suis partagé soit sur, effectivement, la décision d'Esparza. Ça, c'est si Rose va avec l'esprit de vengeance et qu'elle n'arrive pas à se contrôler. Mais je pense qu'elle a déjà le mind et l'expérience nécessaires et je pense que ça va aller très vite. Moi, je donne, et je ne pense pas que ça va aller en soumission, hein, parce qu'elle est pas, devant Esparza en soumission, elle ne pourra pas. Je pense que ça sera, elle ne pourra pas, donc je pars sur un KO au 3e round. De Rose. De Rose. Moi, par contre, il y a un autre élément que je vais soulever. C'est vrai, je vous rejoins tous avec le fait que, je rejoins surtout Léo avec le fait qu'il y a 8 ans qui se sont écoulés entre la dernière défaite et la dernière défaite de Rose face à Esparza. Il y a 8 ans qui se sont écoulés, donc forcément, je vois pas forcément l'élément de je viens à ce combat avec, comment on appelle, la peur que, bon,
est-ce que ça va se répéter, machin? Non. Il y a 8 ans, il y a suffisamment de temps qui se sont écoulés et j'ai mûri depuis la dernière expérience et je viens à ce combat en tant que championne boss de la division. Il y a un autre élément que je vais ajouter à ça, il y a l'entourage. Rose, c'est quelqu'un qui s'entraîne avec les Kamaru, les Justin Gaethje et les Francis Ngannou, pour ajouter. Tu as Kamaru, bon, on va laisser Francis Ngannou parce que Francis Ngannou, il est nouveau à être champion et tout comme ça. Tu as Kamaru qui a déjà vécu, tu vois, cette expérience-là. Tu vois, il a l'expérience d'arriver au combat face à des gars qui l'énervent ou bien les gars qui ont joué avec ses esprits, des trucs comme ça. Il y a déjà deux expériences. Il y a l'expérience avec, comment il s'appelle, Street Jesus. Et il y a l'expérience avec, comment on appelle, Kobe Covington, tu vois, des gars qui rentrent dans sa tête à chaque fois. Mais comment il reste cool face à ces fighters-là, tu vois. Il est cool, il est collected, tu vois. Donc, Rose, je pense que Rose va tirer le son de ces expériences-là qu'elle a déjà vues avec Kamaru, puisque Kamaru fait partie de son entourage, en fait. Donc, il y a cet élément-là que je mets. Donc, moi, je vais avec le pronostic de Rose, par contre, à la décision. Pas Rose par KO ou bien machin, non. Non, pas Rose par KO, solution, mais Rose à la décision. Je pense qu'elle va garder le combat en stand-up parce que c'est là-bas qu'elle a le plus d'avantages. En striking, bon, après, si le combat va au sol, elle a montré que dans cet aspect-là, elle a évolué. Donc, ouais, Rose par la décision. Et on a aussi le pronostic de Johan qui dit aussi Rose par la décision. Bref, ce qui nous amène au main event. Charles Oliveira, 32 victoires, 8 défaites, qui défend sa ceinture en catégorie lightweight contre Justin Gaethje. 23 victoires, 3 défaites. Les gars, comment vous voyez le combat se passer? Bon, si je peux commencer, parce que vous savez que moi, avec Oliveira, c'est pas trop ça. Hein. Moi, j'aime pas ce combattant-là, je sais pas. Et effectivement, hein, j'ai essayé de regarder davantage, un peu plus en détail ces combats pour voir ce que vous lui trouvez de spécial. Moi, je pense juste que dans la catégorie light heavyweight, hein, c'est ça? Lightweight, pardon. Dans cette catégorie-là, je ne vois pas forcément qui est fort, en fait. La vérité, Justin Gaethje, là, il ne m'impressionne pas tant que ça. En fait, deux combattants qui ne m'impressionnent pas. Sincèrement. Moi, Justin Gaethje, son dernier combat, c'était contre qui? Rappelez-moi, j'ai oublié. C'était contre qui déjà? Dernier combat de Gaethje. C'était contre Chandler. Non, mais les gars, Chandler, c'est Showtime. Comme Parker a dit, Chandler, pour le frapper, c'est tu le tiens debout les 2 premiers rounds. Tu tournes autour de lui et puis après, tu gagnes. Même là, il a failli perdre. Gaethje a failli perdre. Donc, j'aime pas Oliveira, mais je vois pas ce que Gaethje va venir faire là. En plus, je pense que, si je me trompe pas, Oliveira est nettement plus grand que Gaethje. Il a une plus grosse allonge. Au niveau soumission, je pense qu'il est au-dessus de ce que j'ai pu voir. Il est au-dessus. Ça aussi, c'est… Alors, la force de Gaethje, c'est peut-être d'être un bon encaisseur. Voilà. Mais je pense qu'Oliveira ne va pas se prendre la tête. Hein. Soumission dans les 3 premiers rounds. Allez, soumission au 2e round. Ça va se terminer au 2e round. Soumission de Oliveira. J'ai mal de dire ça parce que j'aime pas Oliveira, mais je vois pas qui peut. En fait, dans cette catégorie-là, il n'y a aucun combattant qui m'impressionne. Vraiment aucun. Et le petit de Khabib, c'est la même division. Il est encore jeune. Il faut le laisser monter. Bon, moi, j'ai eu un peu plus de mal à me décider pour celui-ci, en fait. Parce que on va commencer par Charles Oliveira. C'est-à-dire, bon, après, je ne comprends pas pourquoi Léo ne l'aime pas.
C'est en matière de sol, parce que moi, j'aime beaucoup son sol. C'est quelqu'un qui trouve des angles de soumission incroyables. C'est-à-dire qu'il a cette vivacité-là, en fait. Quand il voit l'erreur, c'est fini. Et c'est un mec, en fait, il ne faut pas qu'il voit l'erreur. Parce que quand il voit l'erreur, c'est ce qu'il a fait à Chandler. Non, mais même il n'a même pas soumission. Je vais revenir sur le combat de Poirier. C'est ce qu'il fait à Poirier, en fait. Erreur, il a pris le dos, mais à une vitesse incroyable. Mais c'est un mec qui prend beaucoup de risques quand il attaque. Ça y est, il a du volume, il a de la pression, mais il prend beaucoup de risques. Il encaisse et ça a failli lui jouer les tours. Contre Chandler, il ne s'est pas fait finir. Ça a failli lui jouer les tours contre Poirier, mais de la même façon, en fait. Et là, je me demande, est-ce que ça va faire la même chose contre Gaethje? Parce que si Gaethje a une lutte de défense que je trouve intéressante. Mais si tu l'amènes au sol, ça va s'arrêter là. C'est pas plus compliqué que ça. Mais debout, pour moi, un peu comme ce que j'avais dit face à Poirier, je pense qu'il va vouloir amener le corps. Et lui-même, il a dit, c'est même pas je pense, lui-même, il a dit, si Oliveira veut survivre, il faut qu'on aille au sol. Sinon, je finis. Et moi, je pense que c'est comme ça que le combat va se dérouler. Distance de sécurité. Parce qu'il faut. Gaethje, en fait, moi, le problème que j'ai avec lui, c'est des fois, il arrête de réfléchir. Il arrête de réfléchir et ça donne un peu le combat qu'on a vu contre Chandler. C'est-à-dire que le mec veut seulement se mettre des pétards pour montrer qu'il est le plus solide. Et si tu fais ça contre un mec, contre Oliveira, bon, on ne va pas négocier pendant longtemps. Vous allez aller au sol et puis il va te finaliser. Je pense que cette fois, il sera un peu plus intelligent. Distance de frappe. Il va viser les gens parce qu'il a des low kicks mortels. Et KO. Allez, troisième. KO de qui? Justin. KO de Justin Gaethje au troisième. Troisième. And you! Erwan, c'est quoi le pronostic de... Alors, le pronostic de Yohan, c'est Oliveira à la soumission au 4e round. Pourquoi il me fait ça? Bref. Vous savez, je suis rentré dans la légende dans la saison 1 de la capsule avec ce monsieur. Tu vas remettre ma vidéo. J'avais pronostiqué ici, quelqu'un va se faire étrangler. Et bis repetita, Gatier va se faire étrangler. 4e round, je vous ai prévenu. 4e round, 2e minute. On va prendre son coup debout et l'amener au sol. L'étranglement commencera debout. Le dos, il va monter sur lui, tel un singe. Il va l'étrangler, il va l'amener au sol. Et le combat est terminé. 4e round. Parce que, comme John a dit, distance de sécurité, il va beaucoup faire ça. Oliveira va beaucoup encaisser. Mais les gens négligent un aspect. Oliveira encaisse beaucoup, mais il est solide, hein, pour ce skinny là. Il est bien solide. Et quand il trouve le moyen de grimper sur toi, 4e round, Oliveira, je ne parle pas beaucoup. Soumission, il étrangle ce petit-là. Et moi, je vous rejoins sur le fait que oui, c'est vrai, il a des lacunes, surtout au niveau de la défense. C'est quelqu'un qui aime encaisser. Face à Justin Poirier qui a une force de frappe quand même qu'il ne faut pas négliger. On va remonter aux coups qui se sont mis avec Michael Chandler. Mais Justin Gaethje, aussi, je veux dire, il est toujours en désavantage lorsqu'il affronte des gars qui sont des masterminds au sol. On a eu l'exemple avec Khabib où il s'est fait dominer. Khabib n'a même pas cherché à rester en stand-up. Khabib a directement mené le combat au sol. Et Justin était noyé. Et là, il affronte encore un autre champion qui est carrément
Tu vois, Au sol, ouais. au sol, c'est carrément le niveau élevé. Démon. Ouais, un démon. Donc, Sincèrement, hein, sincèrement, les gars, c'est ce qui commence à me gazer en MMA. c'est ça. C'est qu'en fait, c'est qu'en fait, le sol est devenu la solution des gens Certains, qui ne peuvent pas ouais, rester debout. certains. En fait. Après, tu as des combattants qui font tout pour éviter le sol. Tu as Israël Adesanya. Par contre, si le combat reste en stand-up et que Oliveira encaisse de la même façon qu'il a encaissé avec Poirier et Michael Chandler, je ne suis pas tellement si sûr que... Tu as vu comment Oliveira, en encaissant, arrive à monter sur ton dos. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu as vu comment il agit? Mais après la force, là, je me base maintenant sur la force des coups, en fait. Parce que Justin, ça colle plus dur que Dustin Poirier, quand même. Effectivement. Non, mais pour qu'il touche Oliveira, il faut qu'il puisse diminuer la distance. La distance. Et ouais, le problème, la longe n'est pas la même. Hein? Et c'est ce que je dis. En fait, quand tu regardes la distance et la manière dont le frangin Oliveira arrive à grimper sur le dos de ses adversaires, tu te demandes qu'attends, le mec, c'est un singe pour de vrai. Bon, mon pronostic, mais bon, mon pronostic, c'est Oliveira, soumission au troisième. Donc, on va faire les pronostics. Donc, on va rappeler les pronostics pour les trois combats. On a Michael Chandler contre Tony Ferguson, Rose Namajunas contre Carla Esparza et Charles Oliveira contre Justin Gaethje. On a, bon, puisque Johan n'est pas là, donc Johan, bon, il n'a pas donné son pronostic pour Michael Chandler. Il le donnera dans le groupe, on veut tous voir. Qui met ça dans le groupe, on veut tous voir. Ok, d'accord. Mais il a donné Rose par décision et Oliveira soumission au quatrième. Ouais. Donc, ensuite, Parker a dit Rose, Carla par décision et Oliveira au quatrième. Et pour Michael Chandler, Tony Ferguson. C'est le cœur qui parle. Tony va l'allumer. Décision. Bon, moi, j'ai dit Rose. J'ai dit Rose au troisième. Hein. Troisième KO. Donc, ça va partir au KO. Ce ne sera pas une soumission. Oliveira, soumission au deuxième. Ça va aller vite. Hein. Vous allez voir, ça va être des combats qui vont aller vite. Soumission au deuxième. Et sincèrement, Chandler Ferguson. Si vous m'avez demandé de parier il y a 2 mois, je vous aurais dit Chandler. Mais on dirait que les gars ont déjà capté la botte secrète quoi, de Chandler. Quoi. Moi, je dirais Tony Ferguson à la décision. Yann. C'est lui la vérité. Tug. Étranglement arrière, troisième. On rend la monnaie des pièces. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. On est rancunier. Hein. Voilà. KO de Justin. Troisième. Troisième. Et le dernier. Je vais aller sur une soumission de Ferguson. Deuxième. Moi, par contre, pour Chandler Ferguson, je dis Chandler TKO au deuxième round et Rose à la décision. Et Charles Oliveira soumission au troisième. Donc, c'était ça dans la capsule. N'oubliez pas, comme je disais, partagez, likez, postez vos pronostics en commentaire. Et si vous avez aussi des choses à ajouter sur les thèmes qu'on a abordés, n'hésitez pas à commenter. Aussi, dirigez-vous du côté de Facebook et likez au max la nouvelle page, la capsule. Là-bas. On balance toute l'actualité sur les sports de combat, que ce soit boxe, MMA et patati et patata. Donc, les gars, balancez live pour vous trouver. John, let's go. Scientifoot 2, pas plus compliqué que ça. Le Real est champion d'Espagne. Voilà. Léo, vas-y. Tamar, vos team.
Moi, je vous dis déjà, comme on est en vacances, ça vous êtes moqué. Léo, vas-y. Bon, je tenais déjà à m'excuser parce que je sais que l'étoile là brille beaucoup et que beaucoup d'équipes souhaitent la voir, notamment en Ligue 1. Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur les Scientifoot 2. Bon, on est déjà champion aussi avec le Real. On va même gagner la Champions League, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me retrouver aussi la GAT FC. Il nous reste 2 matchs de championnat. Bon, cette année, on ne gagnera pas le championnat, mais on va essayer de terminer dans les 4 premiers. Et puis, depuis pas mal de temps, depuis peu de temps, j'ai un nouveau gars qui me suit sur Twitter. Donc, vous pouvez me trouver aussi sur Twitter, Virus31. Voilà. C'est grâce à lui que je vais sur Twitter, là, parce que sinon, Twitter, c'est pas trop ma cam. Vous pouvez me trouver sur Twitter, tranquille au Parker, toujours tranquille. Le Real est champion, meilleur club du monde. Ça ne bouge pas. Mais oui, c'est toujours quoi, être représentant à DKR. Ça ne bouge pas. Let's go! Donc, moi, c'était Toms, Black D-Boy. Vous pouvez me retrouver sur ma page. Je balance des tips pour le workout. Oui, la Juve va à la Champions League l'année prochaine. On ramasse la Champions League l'année prochaine, mais c'est pas grave. Miami! Miami! GSW! Ouais. Donc, c'est ça, les gars. On se dit à la prochaine pour la carte de malade qui arrive. On a UFC 275, le feu d'artifice, mon type, Yuri Prohaska. Let's go. On a aussi Tank qui va combattre. Donc, ouais, c'est un peu tout ça qui arrive dans la capsule. Donc, restez câblés. On se donne rendez-vous le mois prochain pour UFC 275. Until then, we say peace.